Le lendemain matin, une pluie battante et grise tombait sur les fenêtres. Cela convenait parfaitement à l'ambiance. Je m'habillais d'un simple pull noir et d'un jean, pas de costume, pas de cravate, pas de prétention. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'avoir l'air poli. Il s'agissait de leur montrer que l'homme qu'ils pensaient connaître, l'homme qu'ils pensaient posséder, avait disparu. En bas, la famille était déjà rassemblée autour de la table du petit déjeuner, de faux sourires au rendez-vous, la tension bourdonnant comme un fil sous tension sous la surface. « Bonjour », Talia gazouillait un peu trop fort. J'ai hoché la tête, j'ai pris une tasse de café et je me suis assis en bout de table, là où mon père s'asseyait. « Y qu'avez-vous pensé ?» demanda Gérald avec désinvolture, faisant comme s'il ne mourait pas intérieurement. « Je l'ai fait », dis-je en soufflant sur le café. Et Cécilia a appuyé, en se penchant légèrement en avant. J'ai posé la tasse et j'ai souri lentement. Je pense qu'aujourd'hui va être un jour très important pour nous tous. Leur sourire s'affaiblissait un peu. Bien, laissez-les s'interroger, laissez-les se tortiller. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. La maison semblait différente ce matin-là, plus lourde, comme si elle savait ce qui allait arriver. J'ai remué mon café lentement, savourant les derniers instants de calme avant que tout ne se déchaîne sur la table. Gérald, Cécilia, Belle et Marcus essayèrent d'agir, naturellement, mais cela ne servit à rien. La tension était suffisamment forte pour s'étouffer. Talia était assise à côté de moi, sa main posée légèrement sur mon bras, son pouce traçant de petits cercles sur ma peau, comme si elle essayait de m'hypnotiser pour que je lui obéisse. J'ai attendu que tout le monde ait son assiette, jusqu'à ce que les discussions sur les déclarations bancaires et les appels d'investisseurs reprennent. Ensuite, j'ai posé ma tasse et j'ai légèrement reculé ma chaise. Avant de faire autre chose, j'ai dit d'une voix calme, presque paresseuse. Je pense qu'il est temps que nous officialisions les choses. Ils se redressèrent tous instantanément. Gérald s'éclaircit la gorge en gonflant le torse, oui, bien sûr. Il faudrait tout finaliser, faire classer correctement les signatures. Talia sourit largement, ses dents étant trop blanches. Je savais que tu viendrais. Je lui ai rendu mon sourire, pas de la façon dont un mari sourit à sa femme, mais de la façon dont un loup sourirait à un lapin juste avant qu'il ne bondisse. Faisons-le correctement, dis-je. Fait-on une cérémonie. Ils l'ont mangé, ligne à crochet et plomb. Gérald disparut dans le bureau et revint avec les documents. Des nouveaux, une formulation légèrement différente, mais le même objectif final, le contrôle total de mon héritage. Il les disposa sur la table à manger d'un air presque révérend. Cécilia sortit une bouteille de champagne et des flûtes en cristal et les posa avec panache. Marcus sortait déjà son téléphone pour filmer le moment d'un nouveau départ. Riel a applaudi en levant son verre vide à sa famille. Gérald a ajouté, souriant comme un homme qui pensait avoir déjoué tout le monde. Nous allons être si heureux. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme que je pensais avoir épousée était partie depuis longtemps. Peut-être qu'elle n'était jamais là au début. Peut-être qu'elle était toujours cette personne qui attendait juste le bon moment pour montrer son vrai visage. J'ai souri. Puis, avec beaucoup de précaution, j'ai abaissé l'épingle et j'ai griffonné mon nom sur la ligne, ou du moins c'est à ça que ça ressemblait. En réalité, c'était la même fausse signature, un gribouillage sans valeur qui ne tenait pas dans ils n'ont même pas remarqué. Ils étaient trop occupés à applaudir, à rire, à faire éclater du champagne. Gérald a attrapé les papiers avant même que l'encre ne sèche, les mettant dans un dossier en cuir comme un homme attrapant une bouée de sauvetage. Marcus a crié fort, me serrant la main si fort que ça faisait presque mal, « Tu ne regretteras pas cet homme » a-t-il crié. Laissez ils ont leur moment. Je les ai laissés croire, parce que le vrai moment, celui qu'ils n'oublieraient jamais, n'était qu'à quelques secondes. Je me levai et retirai ma veste de la chaise. De la poche intérieure, j'ai sorti deux choses, le petit enregistreur et une épaisse enveloppe en papier craft. Je m'assis tous les deux sur la table avec un bruit sourd et délibéré. La pièce devint silencieuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Gérald d'une voix trop forte. Dans le calme soudain, j'ai cliqué sur l'enregistreur. Du petit haut-parleur sortait le son de leur propre voix, clair comme le jour. « Il est trop mou. » Bien, ayez tout. Une fois qu'il a signé, souriez, il se couchera. Il le fait toujours. Leurs visages sont pâles. La main de Talia a glissé de mon bras. Le verre de Cécilia s'est renversé, renversant du champagne sur la nappe. Gérald a attrapé l'enregistreur,
comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre effacer ce qui avait déjà été capturé. Mais j'ai bougé plus vite, le remettant dans ma poche. Vous voyez, j'ai dit ma voix calme, et même moi, je n'étais pas aussi douce que vous le pensiez. Marcus, je me suis levé d'un bond. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai ouvert l'enveloppe en papier craft et j'en ai sorti des copies de faux documents de prêt, des dossiers de sociétés écrans, des virements électroniques à mon nom, des documents qui remontaient à chaque mensonge, chaque vol jusqu'à Gérald et sa petite équipe. J'ai jeté les copies sur la table comme des cartes à jouer. Ça n'a pas suffi, tu as organisé une fausse crise cardiaque pour me ramener ici. Non, devina Talia. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Je me suis tourné vers elle et pour la première fois je lui ai laissé voir la vérité dans mes yeux. Vous utilisez le nom de mon père comme appât. J'ai dit que tu m'utilisais. Elle a fondu en larmes, mais je ne l'ai pas cru, plus maintenant. Dehors, le bruit des pneus craquant sur le gravier résonnait à travers les fenêtres ouvertes. Gérald se dirigea vers la porte, mais je levai la main. Je ne le ferai pas, dis-je. La porte d'entrée s'ouvrit. 2 agents fédéraux sont entrés, un signe levé, Gérald Weston, Cecilia Weston, Belle Weston, Marcus Ellis. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude et contrefaçon. Le chaos a explosé. Belle a crié. Marcus jura et poussa une chaise. Cecilia s'effondra dans les bras de Gérald en pleurant. Talia resta là, figée, du mascara coulant sur ses joues, alors qu'elle réalisait que le jeu était vraiment terminé. Les agents se sont déplacés rapidement, leur ont mis les menottes et leur ont lu leurs droits. Marcus a essayé de courir, mais n'a pas réussi à franchir le porche avant que 2 agents ne les attaquent. Je restais immobile à le regarder se dérouler, ne sentant rien. D'autre qu'une profonde satisfaction froide s'installait dans ma poitrine. Ils pensaient pouvoir me déjouer. Ils pensaient pouvoir me voler, détruire tout ce que ma famille avait construit et repartir en riant. Au lieu de cela, ils étaient emmenés menottés, le visage pâle, les rêves brisés. Alors que Gérald était poussé devant moi, il ricana, « Tu penses que cela te rend meilleur que nous ?» J'ai souri faiblement. « Non, ai-je dit, cela me rend juste libre. » La porte se referma derrière lui. Et juste comme ça, la maison était de nouveau silencieuse, vide. Je me tournai vers Talia. Elle était toujours là, tremblante. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-elle. « Vous avez fait vos choix, dis-je simplement maintenant, vis avec eux. » Elle s'effondra sur une chaise en sanglotant. Je n'ai pas offert de réconfort, je n'ai pas dit un autre mot. Je suis sorti sans me retourner. L'air extérieur avait une odeur différente, plus fraîche, plus propre, comme si la pluie avait emporté la pourriture. Je suis resté là un moment, le laissant pénétrer. Ce n'était pas seulement la fin de leur arnaque. C'était le début de quelque chose de meilleur, quelque chose qui m'appartenait. La maison était silencieuse après la tempête. Pas le silence paisible, mais le silence lourd et creux qui remplit l'air quand quelque chose est vraiment terminé. Les agents fédéraux étaient désormais partis, entraînant avec eux les rêves et les projets de la famille Weston. La porte d'entrée était légèrement ouverte, se balançant sur ses gonds à chaque petite brise, comme si même la maison elle-même essayait d'expirer. Je suis resté là pendant une longue minute à regarder le salon vide. Les papiers qu'ils avaient désespérément voulu me faire signer étaient toujours sur la table basse, abandonnés et sans valeur. Une bouteille de champagne renversée pendant le chaos s'était répandue sur le tapis, laissant une tache sombre et laide. Convenable. Talia était toujours assise dans un coin de la pièce, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Elle avait l'air si petite maintenant, si impuissante, l'ombre de la femme qui se tenait autrefois à mes côtés, murmurant les promesses d'un avenir qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de construire. Je ne me sentais pas désolé pour elle, plus maintenant. Lentement, je me dirigeai vers la table basse et ramassai les faux contrats en feuilletant les pages. Chacun était rempli de sa cupidité désespérée, de ses paroles creuses, de sa vaine loyauté. J'ai tenu les papiers au-dessus de la cheminée et je les ai laissés prendre feu, regardant les bords s'enrouler en noir, les flammes ronger tout ce qu'ils avaient essayé de voler. Talia tressaillit au son mais ne dit rien. J'ai attendu que chaque page soit en cendres avant de me retourner vers elle. « Tu aurais pu me le dire, dis-je doucement. Mais tu aurais pu me faire confiance. » Elle releva son visage en larmes, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'avais peur, » a déclaré Gérald. Il a déclaré, si nous n'obtenions pas l'argent, tout s'effondrerait.
J'ai lentement hoché la tête et tu as décidé qu'il était plus facile de me trahir que de demander de l'aide. Elle ne l'a pas nié, elle n'a même pas essayé. Au lieu de cela, elle se leva en tremblant et traversa la pièce, s'arrêtant à quelques mètres devant moi. « S'il vous plaît, Grayson, murmura-t-elle, nous pouvons résoudre ce problème, toi et moi. Nous n'en avons pas besoin. Nous pouvons recommencer. » Sa main se tendit, légèrement tremblante. Je l'ai regardée, puis je suis revenu dans ses yeux suppliants. Il aurait été si facile de lui prendre la main, de faire comme si rien de tout cela ne s'était produit, de faire comme si les mensonges, la manipulation, la trahison n'étaient que des erreurs. Mais certaines choses dont on ne revient pas. Certaines choses, une fois brisées, le resteront pour toujours. Je demande le divorce, dis-je d'une voix ferme. Demain à la première heure. Talia halta comme si je l'avais frappée. Non, dit-elle en secouant violemment la tête. Non, tu ne veux pas dire que nous sommes mariés. Vous avez dit, pour le meilleur ou pour le pire, ceci. C'est juste pire, n'est-ce pas? Je la regardais ne ressentant absolument rien. Tu as choisi pire, je l'ai dit tout seul. Elle s'effondra sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Je l'ai laissée là et j'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre d'amis en attrapant mon sac. Je n'avais besoin de rien d'autre, ni de cette maison, ni de cette famille. En descendant, j'ai repéré quelque chose qui m'a fait réfléchir, un cadre photo accroché au mur. C'était une photo de Talia et moi prise quelques semaines seulement après notre mariage. Nous avions l'air si jeunes, si bêtement heureux. Elle s'accrochait à mon bras, riant de quelque chose que je lui avais murmuré à l'oreille. J'ai regardé cette photo pendant un long moment avant de la retirer du mur. Le cadre s'est fissuré en heurtant le sol, le verre se brisant sur le bois dur. Je ne l'ai pas ramassé, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste franchi la porte. Dehors, la pluie avait recommencé, une douce bruine qui brouillait les limites du monde. Je suis resté un moment sur le porche, respirant l'air pur et humide. Cela sentait la liberté, comme un nouveau départ. Un SUV noir s'est arrêté sur le trottoir et M. Albright en est sorti avec un épais dossier sous le bras. « Mais tu en es sûr ?» a-t-il demandé, la voix rauque. J'ai hoché la tête. « Ouais, j'en suis sûr. » Il m'a remis le dossier. À l'intérieur se trouvait tout ce dont j'avais besoin, des preuves de leur crime, des relevés bancaires, de faux investissements, des aveux signés extorqués lors de l'arrestation. C'était fini. « Bon travail », a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. « Merci », j'ai dit, et je le pensais. Nous sommes restés là en silence pendant un moment, deux hommes qui avaient trop vu et trop peu fait confiance. Puis il est remonté dans son SUV et est parti, me laissant là, avec l'avenir entre mes mains. J'avais l'impression de traverser un autre monde auquel je n'appartenais plus. C'était peut-être une bonne chose. Je me suis arrêté au restaurant en sortant de la ville, le même où M. Albright et moi nous étions rencontrés pour la première fois. Je me suis glissé dans la même cabine près de la fenêtre, j'ai commandé un café noir et je suis resté assis là à regarder les rues grises. La serveuse, une femme d'âge moyen aux yeux gentils, a apporté ma tasse sans demander ma commande. « On dirait que tu as eu une nuit difficile », dit-elle doucement. J'ai souri un peu. « On pourrait dire ça. » Elle m'a tapoté l'épaule et s'est éloignée. Je sirotais lentement le café, laissant la chaleur calmer mes nerfs. Devant moi se trouvaient deux chemins. Je pourrais retourner à New York, recoller les morceaux de mon ancienne vie, faire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit, ou je pourrais repartir à zéro ailleurs. Une nouvelle ville, un nouveau travail, une nouvelle vie. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que quoi qu'il arrive ensuite, ce serait le mien, pas volé, ni trompé. J'ai fouillé mon sac et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler les listes de villes côtières, de retraites en montagne, de petits endroits. Personne n'a jamais prêté attention aux endroits où un homme pouvait reconstruire tranquillement sans que le bruit des menteurs et des voleurs ne l'entraîne vers le bas. L'écran est devenu flou pendant une seconde et j'ai réalisé que mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de soulagement. C'était fini. C'était enfin fini. Et pour la première fois depuis des années, j'étais libre de décider de la suite. J'ai fini mon café, payé en espèces et laissé un pourboire qui a fait écarquiller les yeux de la serveuse. Dehors, la pluie s'était transformée en brume et le monde paraissait à nouveau neuf. J'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai commencé à marcher, un pas lent à la fois, sans courir après, juste avancer. L'avenir était grand ouvert et pour une fois il n'appartenait qu'à moi.
C'est étrange à quelle vitesse le monde vous oublie une fois que vous le laissez derrière vous. Après tout s'est effondré. Les arrestations, les reportages, les conséquences juridiques. Gérald, Cecilia, Belle et Marcus ont disparu dans le système comme la poussière prise dans une tempête. Talia aussi, mais d'une manière différente. Elle n'a pas fini en prison, mais elle a perdu tout le reste, sa réputation, ses amis, sa place dans le monde qui lui tenait tant à cœur. J'ai regardé tout cela se dérouler à distance, calme, détaché. Je n'avais pas besoin d'être au milieu de tout cela, ma part était déjà terminée. Les agents fédéraux m'ont tenu au courant pendant un moment. Gérald avait bien sûr essayé de conclure un accord. Il avait essayé de blâmer tout le monde sauf lui-même. Cecilia avait joué la carte de la victime fragile, sanglotant sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce que faisait son mari. Marcus chantait comme un oiseau, jetant Belle sous le bus. À la première occasion qu'il en a. Rien de tout cela n'a fonctionné. Les preuves étaient trop solides. Grâce au dossier que Louise avait déterré et aux heures d'enregistrement que je lui avais remis, leur toile de mensonges s'est rapidement effondrée, fraude électronique, racket, contrefaçon. Chaque charge les clouait plus étroitement au mur. En quelques semaines, l'empire familial que Gérald avait passé des décennies à bâtir n'était plus qu'un mauvais souvenir. Les tribunaux ont saisi leurs biens, maisons, voitures, immeubles de placement. Le peu d'argent qui restait a été divisé pour rembourser les investisseurs qu'ils avaient arnaqués. Il ne suffisait pas de réparer tout ce qu'ils avaient détruit. Ce n'est jamais le cas, mais c'était un début. Louis m'a appelé un après-midi pour me faire le point final. Ils purgeront une peine, dit-il. Pas autant qu'ils le méritent, mais assez. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir. Merci Louis pour tout ce que tu as fait. La partie la plus difficile, mon frère, dit-il. Vous vous êtes levé quand ça comptait. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un petit endroit propre au-dessus d'une boulangerie dans le quartier le plus calme de la ville. Le genre d'endroit où personne ne s'attendrait à ce que quelqu'un comme moi vive. C'était le but. Je ne voulais plus de la maison des épingles. Je ne voulais pas des costumes, des cocktails, des faux sourires. Je voulais juste la paix. L'étape suivante consistait à blanchir le nom de mon père. Quand ils ont simulé la crise cardiaque pour m'attirer chez moi, ils ont aussi terni sa réputation, l'ont utilisé comme un accessoire, un outil, et même si mon père était vivant et en bonne santé, il y avait encore des rumeurs en ville, cruelles, sur la façon dont il avait dû être impliqué. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais laisser en suspens. Un après-midi, je suis allé en voiture jusqu'à la vieille maison, celle dans laquelle mon père avait emménagé après avoir réduit ses effectifs. C'était un endroit simple, un seul étage, une clôture blanche, un jardin dans lequel il passait trop de temps. Il était dehors quand je suis arrivé, agenouillé dans la terre, plantant des tomates. Il leva les yeux et sourit, s'essuyant les mains avec son jean. « Regardez ce que le chat a apporté » a-t-il appelé. J'ai souri et je me suis approché. « Tu deviens mou à la retraite, mon vieux. » Il a ri au leçon profond et chaleureux que j'avais entendu en grandissant. Nous nous sommes assis sur le porche pendant un moment, buvant des bières fraîches et regardant les nuages passer. Je lui ai tout raconté, le montage, les faux papiers, l'enregistreur, le démontage. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a secoué lentement la tête. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il. Je ne savais simplement pas à quelle profondeur cela allait. Je l'ai réparé, dis-je simplement. Il m'a regardé longuement, la fierté brillait dans ses yeux. Mais tu as fait plus que réparer ça, mon fils. Tu leur as montré à qui ils avaient affaire. Nous sommes restés assis là dans un silence confortable pendant un moment, celui qui n'arrive que lorsque deux personnes savent qu'il n'y a plus rien à expliquer. Avant de partir, il m'a tapé sur l'épaule. « Tu es un homme meilleur que moi à ton âge, dit-il. » Je n'ai pas discuté, j'ai juste souri. Talia a essayé de me contacter à plusieurs reprises après que tout se soit effondré, SMS, appels, emails, tous plus désespérés les uns que les autres. « Et s'il te plaît, Grayson, j'ai fait une erreur. Nous pouvons arranger ça. Tu n'es pas obligé de me punir pour toujours. Tu as dit que tu m'aimais, ça ne veut rien dire ? » Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, non pas parce que je la détestais, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. L'amour n'est pas censé donner l'impression que des chaînes se resserrent autour de ta gorge. Ce n'est pas censé être une arme utilisée contre toi quand cela te convient.
Talia ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée de moi. Le portefeuille, le filet de sécurité, l'avenir qu'elle pensait mériter. Quand cela a disparu, tout ce que nous avions était aussi. J'ai déposé les papiers de divorce en silence, pas de dispute publique, pas de dispute, juste des signatures et du silence. Et quand j'ai glissé les papiers sur le bureau de l'avocat, je n'ai ressenti que du soulagement. Les mois ont passé, la ville a continué. Vie ou démolir. Je suis resté en dehors de ça, j'ai construit ma nouvelle vie lentement, brique par brique, j'ai continué à consulter, mais j'ai pris moins de clients, seulement ceux qui me respectaient. Pas de vautours, pas de serpents. J'ai également commencé à faire du bénévolat au centre communautaire local, en donnant des cours de petites entreprises à de jeunes entrepreneurs qui voulaient construire quelque chose d'honnête, de réel. Ça faisait du bien de redonner, de créer au lieu de simplement défendre. De temps en temps, quelqu'un me reconnaissait à l'épicerie ou à la station-service. Il me regardait en moitié respect, moitié curiosité, mais il ne disait jamais grand-chose. Je préférais cela ainsi. Le passé n'avait pas besoin de me suivre. Il pourrait rester enterré avec les cendres de l'Empire d'Occident. Un soir frais, je me tenais devant le nouveau centre communautaire. Nous venions de terminer la rénovation d'un lieu lumineux et accueillant, payé en partie grâce à l'argent de la restitution récupérée des escroqueries de Gérald. Une petite plaque près de la porte a attiré mon attention. En l'honneur de l'intégrité et des nouveaux départs, simple, sans éclat, parfait. J'ai touché légèrement la plaque et j'ai souri intérieurement. C'était mon héritage, pas de richesse volée, pas de promesses creuses, mais un vrai changement, un vrai travail, quelque chose dont mon grand-père aurait été fier, quelque chose dont je pourrais être fier. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, jetant tout en or et en feu, je savais une chose pour monsieur, c'était censé être une soirée ordinaire. J'avais terminé ma dernière conférence de la journée, emballé mes livres et pris le chemin du retour, comme je le faisais toujours. Ma tête était remplie de pensées à moitié terminées concernant le prochain examen. J'ai dû noter les devoirs que mes élèves me devaient encore et les restes de lasagne que Tessa m'a dit avoir préparé pour le dîner. Je ne m'attendais à rien d'inhabituel. Au contraire, j'attendais avec impatience une soirée tranquille, un verre de vin, peut-être une conversation paresseuse sur rien d'important. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai déposé mes clés dans le bol sur la table d'appoint, enlevant mes chaussures avec un soupir de soulagement. La maison sentait l'ail et les tomates rôties. Cela sentait le confort, la maison. Tessa était déjà assise à la table à manger, 2 assiettes posées entre elles, une bouteille de vin débouchée. Elle portait une robe rouge vif alors que je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Ses cheveux étaient bouclés et son maquillage était un peu plus épais que d'habitude. Elle a souri largement en me voyant un peu trop, presque forcé. Je l'ai remarqué, mais j'ai repoussé cette pensée. Peut-être qu'elle voulait juste s'habiller pour une fois. Peut-être qu'elle voulait que ce soir soit spécial. J'ai accroché ma veste sur le dossier d'une chaise et me suis penché pour l'embrasser. Elle tourna légèrement la tête pour que mes lèvres effleurent sa joue plutôt que sa bouche. Je m'arrêtai, confuse, mais elle me faisait déjà signe de m'asseoir. Allez, Gray, mangeons avant qu'il ne fasse froid, dit-elle, sa voix douce et haute. Je m'assis lentement, sentant les bords de quelque chose de pointu, juste hors de vue. Nous avons commencé à manger. Elle a parlé de ses potins au travail, d'une histoire drôle du gymnase. J'ai hoché la tête en essayant de me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle touchait à peine à sa nourriture, sirotant son vin plus que tout. J'étais à mi-chemin de mes lasagnes lorsqu'elle posa sa fourchette avec un tintement sec et croisa soigneusement ses mains devant elle. Ses yeux étaient trop brillants. Son sourire était trop serré. J'ai réfléchi, dit-elle et mon estomac se tordit sans même que je sache pourquoi. Rien de bon n'a jamais suivi ces paroles. Je m'essuyai la bouche avec une serviette, essayant de rester calme. Ouais, à propos de quoi? Elle se pencha en avant, les coudes sur la table, comme si elle était sur le point de partager la plus grande idée du monde, un mariage ouvert. Dit-elle, sa voix bouillonnante d'excitation. C'est ce dont rêve toute femme, liberté, aventure, nouvelles expériences. Et j'ai décidé, elle fit une pause, savourant presque le moment, je vais ouvrir notre mariage, que cela te plaise ou non. Pendant une seconde, j'ai cru l'avoir mal entendu. Peut-être qu'elle faisait une sorte de blague bizarre. J'ai laissé échapper un rire haletant, attendant qu'elle rie aussi, attendant qu'elle dise qu'elle plaisantait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé fixement, attendant que je rattrape le cauchemar. Elle venait de me tendre une assiette.
Ma fourchette a glissé de mes doigts et a heurté l'assiette. J'étais assis là, figé, avec l'impression que la pièce s'était soudainement inclinée sur le côté. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles et ma bouche était sèche. Quoi, de quoi tu parles? J'ai réussi à croasser. Tessa a roulé des yeux comme si j'étais délibérément lent. Allez, Gray, ne sois pas si dramatique. Ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup de couples le font. C'est moderne, c'est sain. En plus, ça nous fera du bien. Cela rendra les choses à nouveau excitantes. Ces mots m'ont frappé comme des gifles, moderne, sain, bon pour nous. Je l'ai regardée comme si je ne la connaissais pas du tout, comme si la femme en face de moi n'était pas la femme que j'avais épousée, la femme qui a pleuré lors de nos vœux de mariage parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas croire à quel point elle avait de la chance de me trouver. Tu as décidé, répétai-je lentement, la voix tremblante. Sans moi. Elle haussa les épaules comme si ce n'était pas grave. Mais tu reviendras, je te connais. Vous avez juste besoin de temps pour vous habituer à cette idée. J'ai reculé ma chaise et j'ai relevé les jambes, grattant le sol avec un cri aigu. Pendant un moment, j'ai sérieusement envisagé de sortir, de prendre mes clés et de partir, en claquant la porte derrière moi, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Mais mes jambes ont refusé de dépasser la table. Je suis resté cloué sur place, trop abasourdi, trop blessé pour même penser clairement. Vous ne pouvez pas prendre cette décision pour nous deux. Dis-je finalement, luttant pour garder ma voix stable. Ouasse ennuyeux, jetable, remplaçable. Je me rassis lourdement, enfouissant mon visage dans mes mains. Pendant un moment, j'ai eu envie de crier. J'avais envie de crier de rage et de jeter quelque chose contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là, sentant les premières vagues froides de trahison s'installer profondément dans mes os. Tessa, dis-je doucement en baissant les mains, si tu continues, tu ne pourras pas revenir en arrière. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Son visage s'adoucit pendant une demi-seconde, une lueur de quelque chose, un doute peut-être, traversant ses traits, mais elle releva ensuite obstinément le menton. Je m'en fiche. C'est ce dont j'ai besoin. Si tu m'aimes, tu me soutiendras. Si tu m'aimes. Elle l'a dit comme une arme, comme un défi. Je l'ai regardée, vraiment regardée, essayant de voir la femme dont je suis tombé amoureux, quelque part sous les couches d'égoïsme et d'arrogance qui couvraient maintenant son visage. Mais tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui était prêt à brûler tout ce que nous avions construit, juste pour chasser un sentiment. Je n'ai rien dit d'autre. Je me relevai, cette fois plus lentement, plus calmement. J'ai rassemblé mon assiette et la sienne, raclant les lasagnes à peine touchées et les jetant à la poubelle. Le bruit de la porcelaine contre l'évier remplit le silence entre nous. Elle m'a regardé, attendant une réaction, attendant que je me batte, que je la supplie de ne pas aller jusqu'au bout. Mais je ne l'ai pas fait. Je viens de nettoyer le désordre. Ensuite, j'ai monté les escaliers seul, le poids de tout s'alourdissant à chaque marche. Je l'entendais toujours en bas se verser un autre verre de vin, fredonnant pour elle-même, comme si elle n'avait pas mis le feu à notre mariage avec une seule phrase. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi, l'excluant, fermant tout. Je m'assis sur le bord du lit, regardant le sol, l'impact total de ses paroles s'effondrant finalement. Je ne lui suffisais pas. Je ne l'aurais peut-être jamais été. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je réalisais quelque chose d'encore plus douloureux. Je ne pouvais pas arranger ça, peu importe à quel point je l'aimais, peu importe notre histoire. Certaines choses, une fois cassées, ne peuvent pas être reconstituées. Le choix avait été fait, mais pas par moi. Les 2 jours suivants, traînés comme un rêve lent et douloureux dont je ne pouvais pas me réveiller, je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, parlant à peine, mangeant à peine. Chaque fois que je regardais Tessa, un nouveau morceau de mon cœur se brisait. Elle ne semblait pas le remarquer, ou peut-être qu'elle s'en fichait. Elle flottait dans la maison, souriant à son téléphone, tapant des messages à une vitesse fulgurante. Elle riait dans sa barbe, parfois comme si elle partageait des blagues privées avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Je la regardais du coin de l'œil et je me demandais comment il était possible que 2 personnes vivent sous le même toit tout en ayant l'impression d'être sur des planètes différentes. Le pire n'était même pas la trahison. C'était la façon dont elle agissait, comme si tout allait bien, comme si nous allions toujours bien, comme si je devais m'en remettre et la rejoindre dans ce nouveau chapitre passionnant dont elle ne cessait de parler. Elle a commencé à s'habiller différemment, en portant des robes plus ajustées et un maquillage plus audacieux.
Elle a commandé de nouveaux parfums en ligne, des parfums chers avec des noms exotiques que je n'arrivais pas à prononcer. Le soir, avant de quitter la maison, elle les vaporisait sur ses poignets et son cou, en disant qu'elle retrouvait des amis, d'une voix trop désinvolte pour être innocente. Je n'ai pas demandé où elle allait. Je ne voulais pas entendre de mensonges. Je m'assis seul à la table de la cuisine, regardant la deuxième assiette que j'avais servie par habitude, intacte et devenant froide. J'ai regardé la chaise vide en face de moi et j'ai réalisé que quelque part en chemin, la femme que j'aimais avait disparu, laissant un inconnu à sa place. La nuit, je dormais à peine. Je m'allongeais sur le dos, fixant le plafond, écoutant le doux tic-tac de l'horloge murale, comptant les secondes d'une vie qui ne ressemblait plus à la mienne. Parfois, j'entendais le léger bourdonnement de son téléphone vibrer sur la table de nuit alors qu'un autre message arrivait. Je n'ai jamais regardé. Je n'en avais pas besoin. Celui qui était à l'autre bout du fil était plus important que moi. Maintenant. Le deuxième matin, j'avais l'impression que les murs de la maison se refermaient sur moi. Je ne pouvais pas respirer. J'ai attrapé mes clés et je suis parti sans un mot, sans même prendre la peine de dire à Tessa où j'allais. Elle n'a pas demandé. Elle était trop occupée à parcourir ses messages, souriant au petit écran lumineux dans sa main comme s'il détenait les secrets de sa nouvelle et meilleure vie. J'ai conduit sans réfléchir, laissant les rues se brouiller devant moi, jusqu'à ce que je me retrouve garé devant un vieux café du centre-ville. C'était un endroit que j'adorais quand j'étais plus jeune, avant que la vie ne devienne si compliquée, avant que tout ait des conditions. Je suis entré dans la cloche au-dessus de la porte en émettant un faible tintement et j'ai commandé un café noir, pas de sucre, pas de crème, juste quelque chose d'amer pour correspondre au goût de ma bouche. Je me suis assis dans un coin près de la fenêtre, regardant les gens qui passaient, et j'ai sorti mon téléphone. Sans réfléchir. Mes doigts planèrent sur le nom de Marcus. Marcus Green, mon plus vieil ami, la seule personne qui m'a accompagné dans tous les hauts et les bas de ma vie. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, la vie était devenue chargée et je pensais que je n'avais plus autant besoin de lui. J'ai eu tort. J'ai appelé avant de pouvoir m'en dissuader. Il décrocha à la deuxième sonnerie, Gray. Et dit-il d'une voix chaleureuse et familière, « Mec, ça fait trop longtemps. » J'ai ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti. Au début, j'avais la gorge serrée, comme si quelque chose y était coincé. Finalement, j'ai réussi à rire creusement. Oui, c'est le cas. Il l'entendit immédiatement, la tension dans ma voix, le poids derrière elle. Où es-tu? Il a demandé, tu as l'air d'un enfer en ville. J'ai dit, méchante maison, tu es occupé, sois là dans 10 heures, a-t-il dit sans hésitation. Il a raccroché avant que je puisse discuter. Fidèle à sa parole, Marcus se glissait dans la cabine en face de moi 10 minutes plus tard, toujours dans sa combinaison de mécanicien, des taches de graisse sur les mains. Il me regarda attentivement, les sourcils froncés. Parlez-moi, je ne l'ai pas édulcoré, je ne savais même pas comment le faire, je l'ai juste laissé échapper en plein milieu du café. Elle veut un mariage ouvert. Marcus se pencha lentement en arrière, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il laissa échapper un petit sifflement, merde, marmonna-t-il. Il se passa la main sur le visage comme s'il essayait d'effacer ce qu'il venait d'entendre. Je suis désolé, Gray, je le suis vraiment. J'ai haussé les épaules, essayant de faire comme si ça ne faisait pas mal, mais la fissure dans ma voix m'a trahi. Elle l'a dit comme si c'était déjà décidé, comme si je n'avais même pas mon mot à dire. Marcus resta silencieux pendant un moment, se contentant de me regarder. Finalement, il dit, tu ne dois ta dignité à personne, Gray, pas même à ta femme. Je l'ai regardé, ces mots s'enfonçant plus profondément que ce à quoi je m'attendais, vous ne devez votre dignité à personne. J'avais passé si longtemps à me mettre en quatre pour essayer d'être le bon mari, le partenaire de soutien, le rock stable. J'avais laissé glisser des choses que je n'aurais pas dû. J'avais excusé les petites trahisons, négligé les petits affronts, m'étais dit que le véritable amour signifiait tout pardonner. Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que le véritable amour ne consistait pas à se perdre juste pour rendre quelqu'un d'autre heureux. Marcus se pencha en avant et baissa la voix. Tu dois décider ce que tu es prêt à vivre avec un homme, parce qu'une fois que tu abandonnes ton amour-propre, tu ne le récupères plus, ni d'elle, ni de personne. J'ai lentement hoché la tête. Les mots lourds et inconfortables, mais vrais. J'ai regardé dans ma tasse de café comme si elle pouvait me donner des réponses, mais tout ce que j'ai vu était mon propre reflet, fatigué, épuisé et les yeux creux. Je ne me reconnaissais plus.
Nous avons parlé encore un moment de rien et de tout, du football, du travail, de la météo, mais derrière tout cela se cachait la même vérité tacite, la vie que je pensais avoir été déjà révolue. La seule chose qui restait était ce que je choisirais de faire ensuite. Quand je suis finalement rentré chez moi, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol du salon. Tessa était recroquevillée sur le canapé, en train de faire défiler à nouveau son téléphone, riant de quelque chose que je ne saurais jamais. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Eh » dit-elle distraitement, « tu veux commander quelque chose pour le dîner ? Je n'ai pas vraiment envie de cuisiner. » Je l'ai regardée pendant un long moment, la femme qui était tout mon monde, et j'ai réalisé que je ne ressentais pas de colère à ce moment-là. Je n'ai même pas ressenti de haine. Je me sentais juste épuisé comme un homme qui faisait du surplace depuis trop longtemps et qui réalisait finalement qu'il était trop fatigué pour continuer. « Non merci » dis-je doucement. « Je n'ai pas faim. » Je suis monté à l'étage sans ajouter un mot, la laissant à ses rires, à ses messages et à sa nouvelle vie. J'ai fermé la porte de la chambre et me suis assis sur le lit, regardant par la fenêtre l'obscurité grandissante. Durant ces 2 jours, quelque chose en moi avait changé. Peut-être que c'était la douleur qui s'était enfin calmée. Peut-être que c'étaient les mots de Marcus qui résonnaient dans ma tête. Peut-être était-ce simplement la prise de conscience simple et brutale que parfois l'amour ne suffit pas quand le respect est déjà mort. Quoi qu'il en soit, cela montrait une chose très claire, je ne pouvais pas vivre comme ça, plus maintenant. La deuxième nuit m'a semblé encore plus lourde que la première. Je suis resté à l'étage pendant des heures, allongé sur mon côté du lit pendant que Tessa riait en bas en tapant sur son téléphone comme une adolescente avec un nouveau béguin. J'ai à peine dormi quand les premières lumières grises du matin se sont glissées à travers les rideaux. Je savais que quelque chose allait arriver. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, une forte pression qui ne voulait pas se lever. Je ne savais pas si ce serait une bagarre, une autre trahison ou juste un autre repas silencieux partagé entre inconnus. Je savais seulement que quelque chose était sur le point de se briser. Ce soir-là, après une autre longue journée à l'université à faire comme si tout allait bien, je me suis garé dans l'allée et je suis resté assis dans ma voiture pendant une bonne minute avant de sortir. Je ne voulais pas entrer, je ne voulais pas lui faire face, mais je me suis forcé. Encore une nuit, me suis-je dit, passe au travers. Une nuit de plus. J'ai poussé la porte d'entrée et suis entré. La maison était trop calme, pas de musique, pas de télé, pas de rire, juste un étrange silence bourdonnant qui me faisait dresser les poils sur la nuque. J'ai fermé doucement la porte derrière moi et suis entré dans le salon et je me suis figé. Tessa faisait les 100 pas comme un animal en cage. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage s'étalait sous ses yeux. Elle portait toujours la même robe noire moulante. Elle était sortie la nuit précédente, mais maintenant elle avait l'air ridée, presque pathétique. Ses mains tremblaient à ses côtés et quand elle a levé les yeux et m'a vu, tout son visage s'est effondré. Avant même de pouvoir parler. Elle l'a laissé échapper, sa voix craquant comme du bois sec, « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle crié. « Et s'il vous plaît, clôturons à nouveau le mariage. » Je restais là à la regarder, me sentant étrangement détaché, comme si je flottais au-dessus de ma propre vie, la regardant se dérouler comme un film dont je ne voulais plus faire partie. Une partie de moi voulait se précipiter vers elle, la serrer dans ses bras, lui promettre que nous pourrions arranger ça. Le vieux Grayson, celui qui a tout pardonné, aurait pu le faire, mais il n'était pas là ce soir, seulement ce qui restait de lui. Tessa trébucha vers moi, tendant la main comme si elle s'attendait à ce que je la rattrape. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé s'asseoir durement sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient sous la force de ses sanglots. J'ai attendu. Je voulais qu'elle dise tout sans que je lui retire tout. J'avais besoin de l'entendre de ses lèvres. Chaque mot, chaque regret. Finalement, elle releva la tête, le visage taché et humide. Je suis sorti avec Jordan. Avoua-t-elle précipitamment, les mots s'entrechoquant, vous vous souvenez de lui. Jordan bec du gymnase. J'ai hoché la tête une fois lentement, bien sûr, je me souvenais de lui, grand, flashy, toujours souriant trop largement. Je me souvenais de la façon dont il me tapait dans le dos un peu trop fort et disait à Tessa qu'elle méritait de s'amuser quand j'étais occupé par le travail. Je me souvenais de la façon dont Tessa riait de ses blagues comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Je pensais que ce serait libérateur. Dit-elle en s'étouffant avec le mot. Je pensais que ça me ferait me sentir à nouveau vivante, mais ça je ne l'ai pas fait. C'était dégoûtant. Vide.
J'en ai détesté chaque seconde. Je restais silencieux, croisant les bras sur ma poitrine, lui laissant l'espace pour dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Tessa s'essuya le nez avec le dos de sa main, me regardant comme une femme qui se noie attrape un radeau de sauvetage. J'ai fait une erreur, Gray, une énorme erreur. Ce que nous avons, c'est réel. C'est la seule vraie chose que j'ai jamais eue. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux pas de cette vie, je veux juste toi. J'entendais le désespoir dans sa voix. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. Elle réalisait maintenant qu'elle avait pris quelque chose de rare et de beau et l'avait brisé contre les rochers, pensant qu'elle pourrait toujours revenir et le trouver qui l'attendait. Encore en gardant mes distances. Ma voix quand je parlais était calme, trop calme. Pourquoi, Tessa? Elle cligna des yeux, des larmes coulèrent sur ses joues, je ne sais pas, murmura-t-elle. Je me sentais agité, ennuyé. Je pensais que je manquais peut-être quelque chose. Tout le monde parle de vivre sa meilleure vie, de rechercher le bonheur. Je pensais que je jouais peut-être trop prudemment. J'étais stupide, tellement stupide, agité, ennuyé. Ces mots piquèrent encore plus que ce à quoi je m'attendais. Notre vie ensemble était-elle vraiment devenue si petite, si étouffante pour elle? L'amour que j'offrais, stable, patient et vrai, n'avait-il vraiment pas suffi? J'ai pressé mes doigts contre ma tempe, sentant un mal de tête monter derrière mes yeux. Tu ne m'as même pas laissé le choix. J'ai dit. Vous avez décidé pour nous deux. Elle hocha misérablement la tête. Je sais que j'étais égoïste, je n'y ai pas réfléchi. Je voulais juste plus et je pensais que tu ne me le donnerais jamais. Je la regardais pendant un long moment, le poids de tout ce qu'elle venait de dire pressant sur ma poitrine. Elle avait raison sur un point, je n'aurais jamais accepté cela, pas dans 1 million d'années. Et c'était peut-être là le véritable crime à ses yeux, que je n'étais pas prêt à risquer tout ce que nous avions construit pour une poignée de sensations fortes à bas prix. Elle a rampé sur le canapé vers moi, sa main tendue avec hésitation. « Et s'il te plaît, murmura-t-elle. Revenons en arrière. Nous pouvons faire comme si cela ne s'était jamais produit. Je ferai n'importe quoi, Gray, n'importe quoi. Je ne me suis pas éloigné, mais je ne l'ai pas non plus attrapé. Je laisse ces mots pendre entre nous. Lourd et désespéré, une partie de moi voulait dire oui, s'accrocher au passé et le serrer fort, faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Mais une autre partie, plus calme et plus forte, savait mieux. On ne peut pas faire sonner une cloche. On ne peut pas défaire une trahison une fois qu'elle s'est déclenchée. Je me levai lentement et sa main retomba inutilement sur le canapé. J'ai besoin de temps, dis-je simplement. J'ai besoin d'espace. Son visage s'est effondré, mais je n'ai pas attendu de voir sa réaction. Je me tournai et montai les escaliers, chaque marche me paraissant plus lourde que la précédente. Je n'ai pas claqué la porte. Cette fois, je n'ai pas crié. Je l'ai juste fermée tranquillement derrière moi, l'excluant une fois de plus. Je m'assis sur le bord du lit, regardant par la fenêtre dans l'obscurité. Mon reflet me regardait dans le verre. Plus âgé, plus dur, plus sage que l'homme qui était assis ici il y a 2 nuits. Elle a fait son choix et maintenant nous, la maison, nous sentions différents après cette nuit, comme si une fissure s'était ouverte entre nous et qu'aucun de nous ne savait comment fermer. Tessa se déplaçait avec précaution, comme si elle avait peur de déclencher une mine invisible. Le lendemain matin, elle préparait le petit déjeuner aux crêpes, bacon, café comme elle le faisait lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, mais tout cela n'avait le goût de rien, comme l'air. Elle sourit trop fort. Elle riait trop de choses qui n'étaient pas drôles. Chaque contact, chaque mot qui sortait de sa bouche était trempé de désespoir et je pouvais le sentir se presser contre moi à chaque seconde. Nous étions dans la même pièce. J'ai gardé mes distances, non plus par colère, mais par fatigue si profonde qu'il me semblait qu'elle vivait dans mes os. J'ai répondu poliment à ses questions, mais je n'ai jamais proposé davantage. J'ai dormi dans la chambre d'amis en disant que j'avais besoin d'espace, ce qui était vrai. Chaque nuit, je restais éveillé à regarder le plafond, me demandant comment nous étions arrivés ici, 2 personnes qui partageaient tout, maintenant coincées derrière un mur de silence. Tessa a essayé tout ce qu'elle pouvait pour retrouver la vie qu'elle avait gâchée. Elle a commencé à suggérer des vacances, des voyages en Europe, des stations balnéaires, tout ce qui, selon elle, pourrait nous arranger. Elle a acheté des billets pour des concerts qu'elle savait que j'aimais, ceux auxquels nous avions plaisanté sur le fait d'aller un jour. Elle a même suggéré une thérapie de couple,
ce dont elle se moquait chaque fois que des amis en parlaient. Sa voix devenait frénétique à chaque fois qu'elle parlait de projet. Comme si elle jetait juste assez de paillettes sur les décombres, je ne verrais pas à quel point tout est vraiment brisé. Je ne me suis pas mis en colère, je n'ai pas crié. J'écoutais simplement avec un visage plat et poli, hochant la tête au bon moment, la laissant remplir l'air de promesses qu'elle ne pourrait pas tenir au fond. Je pense qu'elle le savait aussi. Elle a vu la façon dont je la regardais, non pas avec haine mais avec distance, avec une politesse froide et détachée qui la blessait plus que n'importe quel combat. Elle s'est mise à pleurer à des moments bizarres, par petits reniflements, quand elle pensait que je ne la regardais pas. Un jour, je l'ai surprise assise sur le sol de la cuisine, la tête enfouie dans ses mains, se balançant d'avant en arrière comme une enfant. Une autre fois, je l'ai entendue sangloter derrière la porte de la salle de bain. Je ne suis pas allé vers elle. Je suis resté dans la chambre d'amis allongé sur le matelas inconnu, regardant le plafond, me sentant à la fois vide et horriblement vivant. La vérité faisait partie de moi, je l'aimais toujours. Peut-être que je le ferai toujours. On ne se contente pas d'éteindre des années de souvenirs, des années de rêves, comme on actionne un interrupteur. Mais l'amour sans confiance n'est qu'une lente forme de torture, et je n'avais pas envie de passer le reste de ma vie à saigner pour quelqu'un qui ne m'appréciait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une nuit, elle a essayé une tactique différente. Elle entra dans la chambre d'amis vêtue d'une robe de nuit soyeuse. Elle savait que j'adorais celui qu'elle portait lorsque notre mariage était encore nouveau et plein d'espoir. Elle s'assit sur le bord du lit, sa main effleurant légèrement mon bras. « Égay » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nous pouvons tout récupérer, je le jure. Donnez-moi juste une autre chance, je vous le prouverai. » Je tournai lentement la tête pour la regarder. Ses yeux étaient écarquillés et brillants de larmes, sa bouche tremblait sous le poids de tout ce qu'elle voulait dire mais ne savait pas comment. Pendant un instant, j'ai failli tendre la main. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu d'elle riant dans son téléphone pendant que j'étais assis seul à table. Je me souvenais de la cruauté désinvolte de sa déclaration qu'elle ouvrirait notre mariage sans même me le demander. Je me souvenais de la façon dont elle avait jeté nos vœux comme s'ils n'étaient que des bouts de vieux papier. Je m'assis en retirant doucement sa main de mon bras. « Notez ça. » J'ai dit doucement, vous essayez de réparer un trou dans un navire qui a déjà coulé. Elle a tremblé. Comme si je l'avais giflée, mais je n'ai pas retiré les mots. Le silence s'est imposé de tous côtés, mais pour la première fois depuis des jours, cela ne semblait pas lourd. Cela semblait réel. Le lendemain matin, elle a réessayé. Elle portait le pull dont je lui avais dit un jour qu'elle était belle. Elle a mis ma musique préférée en arrière-plan, comme si elle essayait de construire une machine à voyager dans le temps avec des crêpes, des vieilles chansons et des sourires de seconde main. C'était comme regarder la vie de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Je ne pouvais pas redevenir la personne que j'étais. Cet homme était mort dans la nuit. Elle s'est choisie à notre place. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé debout devant le miroir de la chambre d'amis, regardant mon propre reflet. J'avais l'air plus vieux, plus dur. Il y avait des rides sur mon visage que je ne me souvenais pas avoir vues auparavant. Mes yeux avaient perdu ce regard doux et facile qu'ils avaient autrefois. À leur place se trouvait quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui avait été forgé dans le feu. J'ai réalisé quelque chose qui se tenait là, dans cette pièce calme et solitaire. Je n'ai pas eu à prendre de décision aujourd'hui. Je ne devais pas un pardon instantané à Tessa. Je ne lui devais vraiment rien si elle voulait prouver qu'elle avait changé. Cela n'allait pas se faire du jour au lendemain avec des cadeaux et des larmes. Cela allait prendre du temps. Cela allait demander de réels efforts. Et même alors, peut-être que les dégâts étaient déjà trop profonds. J'ai attrapé ma veste et j'ai quitté la maison sans lui dire. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace, j'avais besoin de me rappeler ce que ça faisait d'être Grayson Walker, pas le mari, pas le réparateur, pas l'imbécile. Je suis allé en voiture jusqu'à un petit parc près de la périphérie de la ville alors que je n'y étais pas allé depuis des années. Je venais ici quand j'avais besoin de réfléchir, quand la vie avait un sens. Je me suis assis sur un banc surplombant l'étang et j'ai regardé les canards dériver paresseusement sur l'eau. Le soleil se couchait, peignant le ciel de stries roses et dorées. C'était beau d'une manière qui faisait un peu mal, un rappel que même lorsque votre monde s'effondre, la vie continue d'avancer. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une note vierge. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, puis j'ai tapé 2 phrases simples, « Vous avez cassé quelque chose que je ne peux pas réparer. Je ne suis pas sûr de vouloir essayer. » Je ne l'ai pas envoyé,
je l'ai juste regardé, laissant les mots s'installer dans mon esprit. Quand je suis finalement rentré chez moi, la maison était sombre, à l'exception d'une petite lumière dans le salon. Tessa était recroquevillée sur le canapé, endormie, un mouchoir froissé dans la main. Elle avait l'air petite, presque enfantine. Je restais là un long moment à la regarder ressentir un enchevêtrement complexe d'émotions que je ne savais pas comment nommer, l'amour, le chagrin, la pitié, le ressentiment. Je me suis détourné et suis monté dans la chambre d'Amy. Je fermai doucement la porte derrière moi et m'allongeai sur le lit, regardant à nouveau le plafond, sentant le calme frais et lointain s'installer sur moi comme une couverture. Demain, je devrais commencer à faire de vrais choix, mais ce soir, j'avais juste besoin de respirer. Le lendemain matin est venu lentement et lourdement, comme si je me traînais dans du ciment mouillé. Je me suis réveillé au son des oiseaux devant la fenêtre et à la légère odeur de café qui flottait dans la maison. Pendant quelques secondes, je me suis permis de faire comme si tout était normal, que la pire chose à laquelle j'avais à faire face aujourd'hui était de noter des devoirs ou une cafetière cassée. Mais la réalité est revenue, rapide et nette, pesant lourdement sur ma poitrine. Je me suis douché, je me suis habillé et je suis descendu. Tessa était dans la cuisine, debout devant le comptoir, comme si elle y était depuis des heures. Elle avait 2 tasses de café prêtes, mais une seule place à table. Lorsqu'elle entendit mes pas, elle se tourna rapidement, se forçant à sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. J'ai hoché la tête et je suis passé devant elle jusqu'au réfrigérateur en attrapant une bouteille d'eau. Au lieu de cela, je n'étais pas prêt à m'asseoir en face d'elle, prétendant que nous pouvions siroter un café et discuter de la météo comme si de rien n'était. Elle n'a pas poussé. Elle me regardait simplement avec ce même regard triste et plein d'espoir qui était collé à son visage depuis des jours. Je pouvais sentir les mots qu'elle voulait dire suspendus dans l'air, lourds et désespérés. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour les surmonter, pas encore. En milieu de matinée, je me suis retrouvé à arpenter la maison comme un animal agité. Chaque pièce contenait des souvenirs, des bons, des mauvais, des confus. Je me suis promené dans le salon et j'ai regardé les photos sur la cheminée, des photos de mariage, de vacances, d'anniversaire, des visages souriants qui avaient l'impression d'appartenir à des étrangers. Maintenant, j'ai pris l'un des cadres et j'ai passé mon pouce sur le verre. Nous avions l'air si jeunes, si sûrs que rien ne pouvait nous atteindre. J'ai posé la photo et j'ai reculé comme si elle m'avait brûlé. Plus tard dans l'après-midi, ma sœur au lit est passée. Je n'avais pas prévu de l'appeler, je n'avais rien prévu, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'elle avait toujours un 6e sens quand quelque chose n'allait pas chez moi. Elle s'est présentée à la porte d'entrée, les bras croisés, un air dur sur le visage qui disait qu'elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu de réponse. Je l'ai laissée entrer sans un mot. Nous nous sommes assis sur le porche arrière, l'air d'automne était vif et vif autour de nous. Tessa est restée à l'intérieur, nous laissant de l'espace, même si je pouvais sentir ses yeux sur nous à travers la fenêtre de la cuisine. Holly n'a pas perdu de temps. Elle n'a jamais parlé. Elle a dit simplement, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté sur le dîner, le mariage ouvert, la nuit. Tessa m'a supplié de la reprendre. Je lui ai parlé du creux que je ressentais, de la douleur qu'aucune excuse ne semblait pouvoir atteindre. Holly écoutait sans l'interrompre, le visage tendu par la colère et autre chose, de la tristesse peut-être. Quand j'ai finalement fini, elle s'est penchée en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. « Ce n'est pas une question d'amour », dit-elle d'une voix basse et ferme. « Il s'agit ici de contrôle. » J'ai cligné des yeux, pris au dépourvu, contrôle. Elle hocha fermement la tête. Elle n'est pas venue vous demander un mariage ouvert. Elle ne s'est pas assise et n'a pas eu une vraie conversation. Elle a pris une décision. Pour vous deux et vous a mis au défi de la contester. Ce n'est pas de l'amour, Gray. C'est quelqu'un qui essaie de détenir tout le pouvoir dans la relation. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, laissant ces mots s'imprégner, contrôler le pouvoir. Je n'y avais jamais pensé de cette façon auparavant. J'avais été tellement concentré sur la trahison, la blessure, que je n'avais pas vu la situation dans son ensemble. Holly, continua, sa voix s'adoucissant. Tu as toujours été celui qui est stable, celui qui pardonne, qui réussit, qui n'abandonne pas facilement. C'est une belle chose, Gray, mais ça fait aussi de toi une cible pour les gens qui pensent qu'ils peuvent te marcher dessus et que tu resteras parce que tu es le bon gars. Elle tendit la main et me serra fort la main. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous n'êtes pas respecté. Vous avez le droit de vouloir plus que de simples excuses.
vous êtes autorisé à choisir vous-même. J'ai avalé difficilement, malgré la boule qui me montait dans la gorge. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas dit cela que j'avais le droit de choisir moi-même. Après le départ de Holly, je suis resté longtemps assis sur le porche à regarder les feuilles tomber des arbres et les spirales paresseuses, me choisissant. Cela semblait simple, voire évident, mais après des années à donner la priorité à quelqu'un d'autre, c'était terrifiant, comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire. J'ai commencé à rechercher des avocats spécialisés en divorce. Je ne l'ai pas encore dit à Tessa. Je n'étais même pas sûr d'y donner suite, mais j'avais besoin d'informations. J'avais besoin de connaître mes options. Je devais arrêter de me sentir piégé par la peur et la confusion. J'ai trouvé un nom qui revenait sans cesse dans les critiques, Monsieur Caldwell. Professionnel, pointu, discret, le genre d'avocat qu'on engage quand on veut avancer tranquillement mais fermement dans le processus. J'ai pris rendez-vous de consultation pour la semaine suivante. Juste une conversation, me suis-je dit. Rien de définitif, juste un rassemblement de faits. Quand j'ai finalement fermé l'ordinateur portable, j'ai réalisé que mes mains tremblaient à l'étage. Tessa était déjà au lit, la douce lueur de sa tablette illuminant la pièce. Elle leva les yeux lorsque je pénétrai son visage, pleine d'espoir, et, dit-elle prudemment. Je pensais que nous pourrions peut-être planifier un petit week-end, juste nous deux, dans un endroit calme. J'ai forcé un petit sourire. Peut-être. Je me suis mis dans le lit d'invité toujours et j'ai éteint la lumière, plongeant la pièce dans l'obscurité. Je restais allongé là, écoutant le doux bourdonnement du radiateur, le ruisseau de la maison s'installant autour de nous. Je n'étais pas prêt à lui parler de l'avocat. Je n'étais pas prêt à lui dire que quelque chose en moi avait changé de façon permanente. Mais au fond, je le savais. Peu importe le nombre de promesses qu'elle faisait, peu importe le nombre de voyages qu'elle proposait, certaines choses ne pouvaient pas être réglées avec des vacances et des mots doux. Certains choix ont laissé des cicatrices trop profondes pour être dissimulés par de bonnes intentions. J'ai regardé dans le noir jusqu'à ce que mes yeux se troublent, pensant à tout ce que Holly avait dit, pensant à qui j'étais avant tout ça, avant la mendicité, avant la trahison. À un moment donné, j'avais cessé d'y croire. Je méritais plus. Il était temps de recommencer à y croire. C'était un samedi après-midi lorsque la deuxième trahison m'a frappé. Cela s'est produit comme le font la plupart des trahisons, tranquillement, presque paresseusement, comme s'ils ne pouvaient même pas prendre la peine de s'habiller. Je faisais les courses parce qu'aucun de nous n'avait beaucoup mangé. Dernièrement, je me déplaçais dans le magasin avec un chariot à moitié vide et la tête pleine de bruit que je ne parvenais pas à faire taire. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être pour cela que mes mains tremblaient lorsque je suis entré dans l'allée et que j'ai repéré Maya Bennett assise sur le porche. Maya n'était pas quelqu'un dont j'étais proche, pas vraiment. Elle était l'une de ces amies occasionnelles que l'on rencontre au cours de la vie, la coiffeuse de Tessa pendant des années, une femme joyeuse avec un rire bruyant et une façon directe de parler. Nous avions partagé quelques verres de vin lors des fêtes de Noël et discuté à la salle de sport. Je n'avais aucune raison de me méfier d'elle. Mais dès que j'ai vu la façon dont elle a tordu ses mains sur ses genoux, la façon dont ses yeux se sont levés pour rencontrer les miens puis se sont éloignés, j'ai su que quelque chose allait arriver. J'ai coupé le moteur et suis descendu lentement, mon estomac s'enfonçant déjà comme une pierre dans l'eau. Maya, dis-je prudemment en montant les marches, tout va bien. Elle se releva trop vite, comme si elle attendait l'occasion de s'enfuir. Et Grayson, pouvons-nous parler juste une minute? J'ai jeté un coup d'œil vers la maison. La voiture de Tessa avait disparu. Bien, je n'étais pas sûr de la vouloir ici pour ça. Quoi que ce soit, j'ai hoché la tête et j'ai fait signe à la balancelle du Porsche. Nous étions tous les deux assis à un espace prudent entre nous, le bois craquant sous notre poids. Elle hésita longtemps, sonnant ses mains, se mordillant la lèvre inférieure. Finalement, elle a laissé échapper, je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas savoir. Ma bouche était sèche. J'ai attendu. Tessa parle d'ouvrir ton mariage depuis des mois. Elle a dit chaque mot comme une petite explosion, bien avant de te le dire. Elle avait prévu ça avec Jordan. Ils sont proches depuis un moment maintenant. Je la regardais en essayant de comprendre ce qu'elle disait, mais les mots me frappèrent trop vite pour comprendre close. J'ai répété le mot étranger sur ma langue. Maya grimaça. Je veux dire émotionnellement, peut-être plus.
Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais cela dure depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Le Porsche craqua de nouveau alors que je me penchais en arrière, le monde s'inclinant dangereusement. J'ai agrippé le bord de la balançoire, avec l'impression que si je la lâchais, je risquais de tomber directement à travers la terre. Tu me dis-je en forçant lentement les mots, que lorsqu'elle est venue me voir au dîner, agissant comme si c'était une idée soudaine, elle avait déjà eu une relation avec lui. Maya hocha misérablement la tête. Je suis désolé. Je pensais que peut-être qu'elle dirait la vérité, qu'elle arrangerait ça. Mais ensuite je l'ai vu l'autre jour se vanter de la façon dont vous étiez si patient et lui. Laissiez le temps de comprendre. Maya secoua la tête, dégoûtée. Je ne pouvais plus m'asseoir dessus. Vous méritez de savoir. Je suis resté assis longtemps après son départ, sans regarder rien, laissant la vérité s'installer comme du verre brisé dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement l'idée d'un mariage ouvert qui nous avait détruits. Ce n'était même pas la nuit où elle avait demandé pardon. C'était la prise de conscience qu'elle m'avait déjà trahi avant même que tout cela ne commence, qu'elle avait traité notre mariage comme un plan de secours pendant qu'elle tâtait le terrain avec quelqu'un d'autre. Je pensais avoir atteint ma limite avant de penser que le pire était derrière moi. J'ai eu tort. Ce soir-là, quand Tessa est rentrée à la maison en fredonnant une chanson dans sa barbe, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. Je l'ai regardée à la place, je l'ai vraiment regardée. La façon dont elle évitait de croiser mon regard, la façon dont elle vérifiait nerveusement son téléphone toutes les quelques minutes, la façon dont elle souriait un peu trop vivement comme quelqu'un qui essaie de me vendre une maison dont il savait qu'elle était infestée de termites. Je le voyais désormais clairement, elle ne voulait pas reconstruire notre mariage. Elle voulait reconstruire son filet de sécurité. Elle voulait que je sois l'homme qui se tenait là, les bras ouverts, lorsque son monde fantastique avec Jordan s'écraserait et brûlerait inévitablement. Elle voulait que le vieux Grayson revienne, celui qui pardonnerait tout, négligerait tout, juste pour maintenir la paix. Elle ne m'aimait pas vraiment. Elle aimait l'idée de moi, le mari stable et indulgent qui serait toujours là, peu importe à quel point elle lui faisait du mal. Je suis monté à l'étage, j'ai fermé la porte de la chambre d'amis et j'ai sorti le bloc-notes que je gardais près du lit. J'ai fait une liste, pas de tout ce qu'elle avait fait de mal. Cela aurait pris trop de pages. J'ai fait une liste de tout ce que j'avais perdu en restant, ma paix, ma fierté, mon estime de soi. J'ai regardé cette liste jusqu'à ce que les mots se mélangent, puis j'ai soigneusement plié le papier et les mis dans mon portefeuille, un rappel, une promesse. Le lendemain matin, j'ai envoyé un texto au bureau de Monsieur Caldwell pour confirmer notre rendez-vous. Aucune hésitation, aucune hésitation. J'en avais fini d'attendre que Tessa se change. J'en avais fini d'attendre qu'un miracle vienne nous sauver. J'allais me sauver. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assis en face de Tessa à la table de la cuisine, nos cafés refroidissant entre nous. Elle parlait d'un film qu'elle voulait regarder ce soir-là, quelque chose de léger et de drôle. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé peindre ce tableau ridicule d'une soirée normale, puis j'ai calmement posé ma tasse et je l'ai regardé dans les yeux. Je connais Jordan, dis-je. Sa bouche se ferma brusquement au milieu d'une phrase. La couleur disparut de son visage si vite. C'était comme regarder un rideau tomber. Je sais que tu le voyais avant d'évoquer l'idée d'un mariage ouvert, continuai-je d'une voix ferme. Je sais que tu as menti à plusieurs reprises. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour le nier, peut-être, ou pour raconter une autre histoire, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je rencontre un avocat la semaine prochaine, dis-je. Je demande le divorce. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis le bourdonnement du réfrigérateur dans la pièce voisine. Le visage de Tessa s'effondra. Elle se jeta par-dessus la table, attrapant mes mains et les siennes, sa voix se brisant en 1000 morceaux irréguliers. Non, Gray, s'il te plaît, écoute. J'ai foiré. Ok, j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie, nous pouvons tomber malades. J'ai retiré mes mains lentement, doucement, comme si je me démêlais d'un filet. Nous ne pouvons pas, dis-je doucement. Vous l'avez tué. Vous ne vous en êtes tout simplement pas encore rendu compte. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait, promettait tout et n'importe quoi. Mais il était trop tard. La partie de moi qui lui aurait pardonné. Cet homme était parti, enterré sous les décombres qu'elle avait créés. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti, laissant ses sanglots derrière moi. Dehors, l'air était vif et pur,
Le ciel d'un bleu profond et infini. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. C'est étrange à quel point vous vous sentez calme lorsque vous prenez enfin une décision qui vous déchire depuis des semaines. Il n'y a eu aucune panique alors que je retournais vers la maison après la confrontation. Pas de poignée de main, pas de doute, seulement assez.